C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, projet Simandou 2040 à Beila. Le ministre secrétaire général de la présidence s'est rendu sur le corridor de ce gigantesque projet. Général Amara Kamara est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur ce site. La coopération entre la Guinée et l'Allemagne est au beau fixe. Elle se renforce davantage car une mission économique est allée à la primature. Les échanges ont porté sur la concrétisation des accords signés en 2023 entre les deux pays. C'était à Dortmund. Aussi, dans ce journal, il sera question de la fin des travaux du 15e colloque et assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. Pendant 2 jours, l'on a assisté à des tables rondes et des panels. Cette année, l'accent est mis sur le rôle du comptable dans un monde vers le digital. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, était hier à Kirouané. L'émissaire du président de la République a rendu hommage aux habitants pour leur mobilisation et tout l'intérêt qu'ils accordent au programme de développement du général Mamadi Doumbouya, à l'occasion pour le ministre secrétaire général de la présidence d'inviter la population à cultiver la paix et renforcer la cohésion sociale pour le succès du méga projet minier Simandou. Moussa Komara. Après Beila, direction Kirouané. C'est aux environs de 22 h que l'émissaire du président de la République et sa suite ont été accueillis avec enthousiasme dans sa ville natale. 38 ans après, le général de division Amara Kamara rejoint les siens pour comprendre leurs difficultés et transmettre les messages de paix et d'unité du général Mamadi Doumbouya, symbole de la refondation et du renouveau. Nous avons été mandatés par le président de la République avec des collègues, des cadres de l'administration pour sillonner la région forestière en passant par Kirouané pour voir l'état d'avancée des travaux sur le terrain. Nous avons sillonné toutes les préfectures et quelques sous-préfectures de la région forestière. On a vu des choses, on a vu des travaux, mais on n'a jamais vu cette admiration du président comme on l'a à Kirouané aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de peine à savoir que les populations de Kirouané nous attendaient depuis le matin. Mais il y avait beaucoup de choses à faire sur le terrain, c'est ce qui nous a retardés. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Donc, Kirouané existe depuis. Mais depuis 3 ans, il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits, que ce soit à Kirouané, mais partout à l'intérieur du pays. Ces travaux sont à l'actif d'un seul homme. C'est le président Mamadi Doumbouya. Grâce à sa vision, à son leadership, à sa fermeté, il a pu conduire des politiques de transformation de notre administration publique de façon générale, mais apporter des actions claires de gouvernance qui bénéficient directement aux populations. Cela voudrait dire que chacun devrait se reconnaître à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en Guinée. C'est historique. On est à la frontière, au carrefour avec notre histoire et notre destinée. On a parlé tout à l'heure du projet Simandou. Simandou, c'est le projet qui devrait transformer substantiellement les conditions de vie de la Guinée et des Guinéens de façon globale. Mais il va falloir que nous cultivons en nous quelques aspects de vie commune, notamment tout ce qui est paix. Il faudrait que Kirouané soit cette ville de paix. Cette ville où on se donne les mains, cette ville où la cohabitation elle est réelle, cette ville où on accepte les étrangers. Puisqu'on est là entre frères, on peut se permettre de se dire que le contenu local, oui, c'est le président Doumbouya pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays qui a fait voter une loi sur le contenu local. Depuis la prise de responsabilité de l'armée le 5 septembre 2021, la Guinée connaît un développement spectaculaire. La vie des Samouris n'est pas oubliée. Des chantiers d'intérêt public sont ouverts dans la ville, des rues sont bitumées. Une première depuis l'indépendance du pays.
Nous devons tout cela à l'homme du 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya, et à la dynamique équipe qui l'entoure. En guise de reconnaissance, les populations de Kéréouani, par ma voix, réaffirment leur adhésion et leur soutien inconditionnel aux actions du CNRD et à son président, le général des armées Mamadi Doumbouya. La commune urbaine de Kéréouani vous rassure de son engagement aux côtés du CNRD pour la poursuite de sa mission de refondation et de développement économique et social durable de la Guinée. L'amélioration des conditions de santé par la fourniture régulière des médicaments, le tout couronné par le projet Simandou 2040, qui fera de Kéréouani la locomotive économique de la Guinée. Monsieur le secrétaire général, nous avons compris et nous apprécions positivement le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution en cours de vulgarisation. Transmettez à notre président la disponibilité de la région de Kankan et à l'accompagner en toutes circonstances dans sa vision d'une Guinée unie prospère. Empreinte d'émotion, d'enseignement et de souvenirs, cette prise de contact donne l'occasion aux populations d'évoquer leurs soucis. Le bitumage du corridor Beila-Kéréouani est difficile à pratiquer à date. L'émissaire du président de la République a pris note et rassure que le président Mamadi Doumbouya en fait sa priorité. Avant de quitter Kéréouani pour Kissidougou, le général Amara a rendu une visite de courtoisie à la notabilité. Là, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la réussite de la refondation. L'occasion pour le général Amara d'offrir un pick-up à la notabilité au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je vous le disais dans les titres, le ministre secrétaire général de la présidence était hier sur le corridor de projet Simandou du côté de Beila, accompagné des responsables de Rio Tinto, l'un des principaux acteurs de projet. Le général Amara Kamara a pu échanger sur l'avancée des travaux, la qualité des infrastructures et les prochaines étapes du chantier. Plus d'explications avec adjudant-chef Aboubakar Kamano et Aboubakar Kouita. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, poursuit sa visite de travail en région forestière avec un focus sur le projet Simandou. Accompagné des responsables de Rio Tinto, l'un des principaux acteurs du projet Simandou, il a pu échanger sur l'avancée des travaux, la qualité des infrastructures mises en place et les prochaines étapes du chantier. Lors de cette visite, le ministre secrétaire général de la présidence a souligné l'importance du projet Simandou, véritable moteur du programme Simandou 2040. Ce dernier constitue une vision ambitieuse et hautement stratégique pour le développement socio-économique, durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Accompagné de 5 ministres, il s'est rendu ce mercredi 20 novembre 2024 à la base vie de Rio Tinto à Moribadou, où ils ont pris l'hélicoptère pour se rendre sur les sites de Beila et de Kéréouani, au cœur du corridor du méga-projet Simandou. Le général Amara Kamara a effectué une visite approfondie des infrastructures déjà réalisées, ainsi que celles en cours de réalisation dans le cadre de ce projet Simandou. En tant que vision stratégique, Simandou 2040 a pour objectif de renforcer l'économie nationale, créer des emplois, améliorer les infrastructures et offrir des opportunités à l'ensemble du pays. Conformément à la vision du chef de l'État, il a voulu faire de la matérialisation concrète du projet Simandou une réalité. Et il a donc mis en place un comité stratégique. Et en marge de notre tournée, nous sommes arrivés ce matin et l'occasion nous a été donnée, un briefing a été fait à l'équipe. Ensuite, nous avons effectué une visite aérienne sur l'ensemble des blocs 1, 2, 3 et 4. Et nous avons pu voir l'état d'avancée des travaux. Et globalement très satisfaisant. Et conformément aux échanges que nous avons eus, nous avons bon espoir que le délai contractuel du dernier trimestre de l'année 2025 sera atteint. Le projet Simandou tel que c'était, conformément à la vision Simandou, les acteurs ont été mis en contribution pour
se retrouver autour de la table pour remettre les cartes à plat et définir le rôle et la participation de chacun. Donc il a été question de faire venir l'État dans le projet à hauteur de 15%. Et le partenaire Rio Tinto Simfer également occupe une bonne partie du projet. Et aussi WCS et son partenaire BAO. Et l'ensemble a donné le projet CTG. Donc en voyant Simandou dans sa globalité, c'est 4 composantes. La première composante, c'est le port qui est la propriété de la CTG. Également, il y a les rails, aussi une propriété de la CTG. Mais il y a les mines. Les mines, dans cette composante, il y a l'État et les partenaires industriels avec une teneur de près de 65%. Mais également l'acierie pour permettre la transformation du fer localement. Et cela permet aussi de donner un aperçu sur les opportunités que ça peut créer à la population guinéenne globalement. 3 priorités et 3 choses que ça va permettre de faire. Ça va créer des emplois pour les Guinéens de façon globale, mais aussi donner des opportunités de business pour nos entreprises. Mais l'aspect le plus important, c'est le transfert de compétences et de technologies. Donc, voyant que le projet est en train de prendre forme et vu sa dimension et les ressources que ça va générer, il a été également pensé par le chef de l'État de faire en sorte de pouvoir absorber au mieux les retombées du projet Simandou. Donc un plan de développement de la Guinée sur les 15 prochaines années à partir de 2025 a été initié. Le programme, il s'appelle le Simandou 2040. Ce programme est bâti sur 5 piliers essentiels. Le premier, c'est celui qui touche tout ce qui est agriculture et l'industrie alimentaire, mais le commerce. Le second pilier, tout ce qui est éducation et culture. Le troisième pilier, c'est l'aspect infrastructure, transport et technologie. Le quatrième pilier, c'est l'économie, les finances et l'assurance. Et le dernier pilier, qui n'est pas le plus petit, c'est ce qui touche la santé et le bien-être des populations. Le général Amara Kamara s'est dit particulièrement impressionné par l'ampleur des travaux sur le terrain. Grâce à la dynamique impulsée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée se positionne comme un acteur majeur dans le secteur minier national et le projet Simandou joue un rôle dans la réalisation de cette vision. Le général Amara Kamara a aussi mis en avant l'importance de ce projet pour les populations locales qui bénéficient directement des retombées économiques. Il a souligné que l'implication des communautés et des autorités locales était essentielle pour garantir la réussite de Simandou 2040 dans un cadre respectueux de l'environnement et des principes de développement durable. On poursuit avec les représentants de l'AJPAOC qui visitent les sites du port minéralier de Moribaya, un des principaux axes du programme Simandou 2040. En effet, Conakry accueille depuis le 18 novembre dernier les travaux du 44e conseil annuel et de la 19e table ronde des directeurs généraux de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre AJPAOC. Compte rendu Fatmata Kourma. Dans la dynamique de mise en œuvre de la vision du président de la République, avec le programme Simandou 2040, la Guinée se dote d'infrastructures modernes et performantes. Le port multi-utilisateur et multiservice de Moribaya, en cours de construction, en est un exemple emblématique. Grâce au leadership éclairé du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, ce méga projet intégré mine infrastructure a vu le jour et avance à grands pas. À cet effet, les représentants des pays et ports membres de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre AJPAOC, présents à Conakry dans le cadre de la tenue du 44e conseil annuel et la 19e table ronde des directeurs généraux de la dite organisation, ont effectué une visite guidée sur le site du projet portuaire de Simandou en cours de construction à Moribaya, dans la préfecture de Forêt-Karia. Cette visite, conduite par le directeur général du port autonome de Conakry, a permis aux délégations de découvrir de près ce projet ambitieux. Dans un contexte où l'augmentation des investissements portuaires en Afrique nécessite des infrastructures modernes et résilientes,
Les travaux de ce port, qui visent à fluidifier les échanges commerciaux liés à l'exploitation du minerai de fer de Simandou, sont l'un des axes majeurs du programme Simandou 2040. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas abrité un conseil pareil. Il a tourné, il est revenu. Donc je crois que la dernière fois que la Guinée l'avait organisé, il y a peut-être 10 ou 15 ans de cela. C'est des ports qui sont à côté, qui ont les mêmes défis que les autres. Vous parlez du port d'Abidjan, de Sénégal, de Gabon, et tous ces ports-là ont les mêmes défis que nous, le port de Conakry. Donc on partage, on se donne des idées, on regarde qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va mieux chez l'autre, qui ne va pas chez vous. On apprend des uns et des autres et on crée cette collaboration sud-sud. Les autorités ont eu l'initiative de faire venir tous ces directeurs de ces ports, dont 22 ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui sont ici présents, représentés par leurs directeurs généraux, pour venir voir notre projet Simandou. Et c'est un projet phare et on apprendra beaucoup de nos partenaires et de nos collègues des autres ports, mais aussi, ils vont découvrir le boulot qui est en train d'être abattu sur le port de Moribaya. Arrivé sur le site du port de Moribaya aux alentours de 18 h, à bord d'une des flottes de la société navale guinéenne, dont la directrice était également présente, les représentants de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont été accueillis par les représentants des partenaires industriels de la Guinée. À travers une visite guidée, les délégués ont pu voir les installations de près et mesurer l'ampleur des travaux en cours. Impressionnés, ces responsables portuaires ont salué les progrès réalisés et comptent s'en inspirer. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations et surtout ma reconnaissance à l'égard du président de la République, chef de l'État de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, vraiment qui, depuis qu'il est en fonction, a eu vraiment cette ingénieuse idée, cette volonté affichée de faire démarrer ce projet qui, on sait qu'il est latent depuis longtemps et qui va construire une grande révolution industrielle sur le continent africain. Nous avons profité de notre présence ici à Conakry dans le cadre de ce 44e conseil annuel de la GPAOC pour venir vivre l'expérience guinéenne qui est vraiment extraordinaire, qui est un projet qui est plein d'envie et qui montre qu'au niveau africain, nous avons le savoir-faire et nous avons nos ressources qui doivent être encore mieux exploitées pour le bien-être de nos populations. Je profite pour vous dire que moi, en tant que directeur général de l'Office des ports du Gabon, nous sommes dans un schéma similaire, à savoir que nous avons des grosses mines qui sont découvertes à près de 600 km de la zone maritime, donc ce sont des projets qui vont nécessiter principalement de gros investissements qui sont donc à l'identique de ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée. Donc pour moi c'est une occasion de voir ce modèle-là et de nous en inspirer. Et je disais tout à l'heure à mon frère et collègue Biro Diallo ici qu'il serait bien, je verrai dans quelle mesure, avec quand même d'autres personnes, d'autres qui sont dans le minier et qui sont dans le rail, venir un peu nous inspirer du modèle guinéen qui était un très bon modèle qui suscite beaucoup d'admiration. Ce projet portuaire de Simandou permettra l'exportation du minerai de fer venu de Simandou, le plus grand gisement de fer non encore exploité au monde. Le minerai y sera transporté du site d'extraction jusqu'au port par une voie de chemin de fer qui sera réalisée à cet effet, ce qui permettra à la Guinée de maîtriser seule l'acheminement de son minerai. La mise en œuvre de cette gigantesque infrastructure portuaire démontre l'engagement du gouvernement guinéen à réaliser des infrastructures de classe mondiale. Elle illustre également la vision stratégique du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, de transformer la Guinée en un hub régional incontournable. Le programme Simandou réalise aussi la contournante de Bouquet. Aujourd'hui, ce projet d'envergure avance à la satisfaction des autorités. Le ministre des Mines et de la Géologie et certains membres du gouvernement ont visité cette contournante sur le terrain. Bounasila et ses collègues apprécient les avancées enregistrées dans l'exécution de cette vision du président de la République. Les images sont commentées par Saint-Martin Francina Denou.
Sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée entame un tournant majeur dans son développement infrastructurel avec la réalisation en cours de la contournante de Boké, un projet d'envergure qui s'inscrit pleinement dans la vision ambitieuse du programme Simandou 2040 destiné à transformer et à moderniser le pays. Le ministre des Mines et de la Géologie, accompagné de ses homologues de l'économie et des finances, du commerce, de l'industrie et des PME, de la pêche et de l'économie maritime, vient de visiter cette infrastructure stratégique qui marque un jalon important pour la ville de Boké et ses environs. Les membres du gouvernement mesurent l'enjeu de cette contournante qui pour eux est un axe routier à péage et qui aura un impact décisif sur la mobilité et la sécurité des populations locales tout en soutenant le développement économique de la région. Cette infrastructure que nous visitons qui est en cours de construction s'inscrit dans le cadre de la vision Simandou 2040 qui est basée sur des projets concrets. Des projets transformateurs qui impactent directement la vie des populations, comme l'a souhaité le chef de l'État, le président de la République. Et dans le cadre du projet Simandou 2040 avec le comité stratégique, il y a un certain nombre de projets qui sont initiés et qui sont en cours de réalisation. Cette contournante, c'est pour permettre, c'est une route à péage, puisqu'il y a la loi sur les péages qui ont été votées par le CNT, que les gros camions, c'est l'une des routes les plus fréquentées de la Guinée, qui connecte la Guinée-Bissau et le Sénégal, pour éviter que les gros camions, y compris les camions des sociétés minières, passent par le centre-ville. Donc il y a un mécanisme de financement innovant qui a été mis en place, disons, et ce mécanisme permet d'affecter une portion des taxes minières d'une société minière, en l'occurrence GAC, pour pouvoir servir de garantie pour la réalisation de cette infrastructure, donc avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère des infrastructures, et tout ça est coordonné avec le comité stratégique du projet Simandou, mais également avec monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Et nous avions travaillé ensemble afin que ce projet puisse aboutir. Donc nous voyons que ça c'est un pont de 275 mètres sur je crois le Cobon et sur le cours d'eau, et ça permet de créer le développement dans cette zone et impacter la population du Boké sur le plan positif en améliorant la connectivité autour de la ville qui est la capitale de l'industrie minière bauxitique de notre cher pays. En permettant aux camions, notamment ceux des entreprises minières, de contourner le centre-ville, ce projet va non seulement désengorger la circulation, mais aussi réduire les risques d'accident. Longtemps attendu, ce projet s'est vu figé dans l'inaction avant l'ère CNRD, mais aujourd'hui, grâce à la détermination du gouvernement, sous le leadership du président de la République, il devient une réalité palpable. Le comité stratégique du programme Simandou, responsable de sa coordination, a mis en place un plan d'exécution rigoureux visant à connecter Boké aux autres villes voisines et à faciliter l'intégration régionale. La vision du chef de l'État est aujourd'hui de développer ce qu'on appelle l'ensemble des infrastructures qui puissent être interconnectées les unes des autres. Cela aura pour l'avantage de nous donner une économie d'échelle. Cela permettra une fluidité, cela permettra d'accélérer l'intégration de notre pays avec les autres économies voisines, telles que celle de la Guinée-Bissau et tout le corridor, Guinée-Bissau, le Sénégal, jusqu'à Abuja. Alors c'est en exécution de cette vision que le président, le général Mamadi Doumbouya, nous a demandé de bien suivre l'exécution et l'aboutissement de ce projet, dont l'avantage n'est pas démontré, puisqu'il va asseoir une base d'autofinancement parce que ça va être une route à péage. Une route à péage permet à l'État forcément de dégager un espace budgétaire à l'effet d'orienter ses économies dans le sens de la construction des infrastructures à caractère social, telles que les écoles, telles que les hôpitaux, tels que les centres de santé. Et donc, comme c'est une route à péage, il y a l'alternative qui est également offerte aux usagers.
La contournante de Bokeh, c'est aussi un investissement dans la sécurité routière et constitue un levier de croissance pour le commerce régional et une promesse d'une Guinée plus intégrée et plus moderne. À l'actualité nationale, c'est aussi la délégation du Conseil national de la transition qui poursuit sa tournée de supervision de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Après l'étape de Sigiri, le président du CNT et sa suite étaient hier à Mandiana. À l'image de la précédente préfecture, les populations de Wassolon s'engagent à soutenir l'initiative. Reportage de Mohamed Lamine Kamara. Dans sa tournée de supervision de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution en Haute-Guinée après l'étape de Sigiri, la mission du Conseil national de la transition arrive à Mandiana. Ici, dans la cité de Madi Kandji Diallo, le président Dr Dansa Gourma est accueilli comme un fils digne de Wassolon. Pour montrer toute leur satisfaction pour cette visite, la population, par le biais des autorités locales et la confrérie des chasseurs, ont offert un présent symbolique appelé dans la langue du terroir d'un souverain ou l'habit du chasseur, ce qui d'ailleurs signifie l'adhésion totale des populations de Mandiana à l'initiative de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. En ma qualité de messager de la commune urbaine de Mandiana, en reconnaissance de cette marque de considération à l'endroit de chaque Guinéen pour qu'il apporte sa contribution à l'édification de notre Constitution. J'ose une fois encore réaffirmer notre détermination grâce à notre union à s'investir pour la vulgarisation de cet avant-projet de la nouvelle Constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Monsieur le Président, votre présence parmi nous nous rassure davantage car elle nous permet d'être édifiés sur le contenu de la nouvelle Constitution afin d'obtenir la contribution de chaque Guinéen d'où qu'il se trouve dans la vie de notre pays. Cela est le témoignage éloquent de l'attention particulière que son Excellence, Monsieur le Président de la République, attache à son peuple. L'occasion a été mise à profit par cette population d'attirer l'attention de la délégation du CNT sur le manque de plusieurs infrastructures sociales de base dans cette préfecture. Mes porte-messagers auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le transmettre avec honnêteté, avec dévouement et avec déférence l'ensemble des recommandations ou des requêtes qui ont été présentées ici par la population de Mandiana, représentée par ses principaux responsables. La population de Mandiana, qu'aucun changement, aucun développement n'est possible sans le soubassement. Pour qu'une maison puisse résister au vent, au soleil, aux intempéries, il faut que la fondation soit solide. Et cette fondation aujourd'hui est illustrée par la Constitution. Nous vous proposons une Constitution sous la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, une Constitution de refondation, une Constitution de rectification institutionnelle et une Constitution pour renforcer et cimenter la cohésion et une Constitution de développement où l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans devient obligatoire et leur maintien à l'école devient obligatoire à la charge de l'État. Deuxièmement, la Constitution prescrit comme une obligation la couverture santé universelle pour que tous les enfants, toutes les filles, tous les fils de Guinée, les jeunes, les enfants, les vieux et les femmes soient pris en charge, quelles que soient leurs conditions sociales, quels que soient leurs revenus, qu'ils soient soignés dans les mêmes conditions que les riches. Troisièmement, la mise en place d'une commission nationale du développement qui va veiller désormais à la redistribution de la richesse nationale, à l'équilibrage du développement pour que ça profite à toutes les localités de la Guinée en matière de réalisation d'infrastructures, en matière de mise en œuvre des projets d'investissement et en matière de préservation de nos terres et de notre patrimoine. Ensuite, nous proposons cette fois-ci, dans la Constitution, l'impossibilité de vendre les terres de notre pays aux entreprises étrangères.
une disposition constitutionnelle majeure et innovante. Auparavant, la délégation du CNT a rendu une visite à la notabilité de Mandiana. Les sages, à leur tour, ont donné l'assurance avec conviction toute leur satisfaction aux actions de développement enclenchées dans tous les pays par le CNRD et le gouvernement. Ils ont aussi réaffirmé le soutien de tout Mandiana à l'esprit de l'avant-projet de nouvelle constitution. Juste après ce journal, vous suivrez la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution dans les localités de Koundembadou, Gawal, Koundara et Massanta. Dans l'actualité également, une mission économique allemande est en séjour de travail à Conakry, conduite par les ambassadeurs des deux pays. La mission a été introduite chez le Premier ministre, chef du gouvernement, par le ministre des Affaires étrangères. Les échanges ont porté sur la mise en pratique des accords signés à Dortmund en 2023. Ousmane Bangora du bureau de presse de la primature. Première étape, le ministère des Affaires étrangères pour passer en revue l'ensemble des points contenus dans les accords signés il y a un an à Berlin entre les patronats guinéens et allemands. La délégation, composée de 22 entrepreneurs de la République fédérale d'Allemagne, est à Conakry pour voir comment saisir les opportunités qu'offre la Guinée en matière d'investissement et renforcer les partenariats avec le patronat guinéen. Aujourd'hui, nous avons des priorités en Guinée. Commencer par la formation des jeunes pour accroître l'emploi, mais aussi les infrastructures. Nous avons des priorités. Aujourd'hui, le gouvernement estime que nous devons nous accentuer, nous devons mettre des autoroutes à péage en place. Nous avons besoin d'ici jusque dans la Guinée profonde, mais aussi de l'agriculture. Et maintenant, on est en train d'aller dans la phase d'application de cet accord, c'est-à-dire des entrepreneurs de différents secteurs. On a par exemple des énergies renouvelables, on a le secteur des bâtiments, on a le secteur de l'eau et l'assainissement, on a le secteur des énergies hydrauliques, aussi le secteur minier. Donc c'est une délégation qui est vraiment très puissante et qui présente même aussi des grosses entreprises comme Siemens, qui est venue ici pour élucider les opportunités, pour explorer les différentes pistes. La délégation a ensuite été introduite auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, par le ministre des Affaires étrangères. Amadou Ouriba a expliqué à la mission allemande la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, concernant l'ouverture du pays à toutes les initiatives de développement, tout en précisant la place importante accordée au secteur privé dans ce processus. Il y a un an que le président de la République a demandé à ce que l'on mette sur place la diplomatie économique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc l'année dernière, nous avons été en Allemagne et les patrons des deux côtés ont signé un accord de partenariat. Et aujourd'hui, nos partenaires allemands viennent dans un contexte particulier, c'est ce que je leur ai dit. Avant, ils venaient avec des projets, mais avec la vision du chef de l'État, la vision Simandou 2040. La Guinée s'est rénovée, la Guinée est en train de se refonder. La Guinée a un programme maintenant, une vision. Et nos partenaires viennent, ils regardent cette vision, ils regardent ce programme et ils nous disent voilà ce que nous pouvons faire dans ce programme. Donc ce n'est plus des projets que nous achetons, c'est un programme que nous vendons. Et je suis heureux de voir que le patronat allemand a pris ça avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup d'appréciation. Parce que quand on dit Simandou 2040, ce n'est pas un projet minier, comme les gens le disent, non. C'est une vision, c'est un programme de développement de la Guinée. Une séance de travail est prévue dans les heures à venir entre les secteurs privés des deux pays. Les recommandations issues de ces discussions devront permettre à l'État guinéen de renforcer sa diplomatie financière. Berlin et Conakry comptent rendre plus dynamique leur coopération bilatérale.
Et puis, la Guinée s'est lancée dans un vaste chantier de digitalisation de sa commande publique, un projet d'envergure soutenu par la plus haute autorité de l'État et pour lequel l'autorité de régulation des marchés publics peut compter sur l'expertise rwandaise. Les responsables en charge de ce projet ont été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement, Ousmane Bangura, pour plus de détails. Pour répondre aux enjeux du processus de digitalisation des marchés publics en Guinée, une délégation rwandaise conduite par son ambassadeur en poste en Guinée rencontre le Premier ministre chef du gouvernement, entouré des membres de son cabinet. Ici, l'ensemble des acteurs sont mobilisés pour évoquer les axes de collaboration en vue d'une digitalisation sécurisée de l'État. Un diagnostic rigoureux sur le secteur du numérique et des propositions fortes sont en train d'être prises pour une meilleure gouvernance du secteur par les deux parties. Cette coopération avec le Rwanda est une coopération qui a de la valeur, qui porte des résultats. Aujourd'hui, ensemble, nous sommes en train de mettre en place le tout premier système de digitalisation des marchés publics. Nous avançons et nous sommes en phase vers la livraison d'un premier module. Il était important que nous fassions le point sur l'ensemble des aspects à la fois administratifs, mais aussi sur les aspects techniques du projet. Nous avons eu le temps d'échanger avec la partie rwandaise sur nos attentes et le Premier ministre n'a pas manqué d'instruire, de faire avancer les actions pour que, à partir du 1er janvier, l'ensemble des plans de passation de marché en République de Guinée sur les marchés publics se fassent en ligne via cette plateforme. C'est une révolution majeure sous la houlette du président, le général Mamadi Doumbouya, qui fait de la digitalisation d'ensemble de nos administrations une des priorités majeures. Il en fait un facteur de déclenchement et un facteur qui va propulser la gestion des finances publiques guinéennes bâtie sur des standards nationaux et internationaux. La digitalisation étant un moteur de croissance vise à renforcer les fondements de l'administration qui conduisent le pays vers une transformation numérique. La Guinée, à l'image des autres pays, se veut une administration fortement digitalisée pour assurer son développement, en créant ainsi des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux pour les citoyens. On a de l'expérience dans la digitalisation des marchés publics et surtout dans la gestion des finances publiques. Et alors c'est cette expérience qu'on apporte à la Guinée pour justement aider à digitaliser les systèmes des marchés publics. On a beaucoup de travail là-dessus et on a fait beaucoup de travail là-dessus. Aujourd'hui, on a signé le contrat et alors justement pour formaliser cette expérience qu'on a déjà à partager. Le Premier ministre Amadou Ouriba a insisté sur la nécessité de promouvoir ce projet d'importance capitale de façon inclusive. On enchaîne avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger informent l'ensemble de nos compatriotes que de nouvelles dispositions ont été prises pour répondre aux sollicitations relatives au passeport biométrique bloqué pour irrégularité. Cette instruction du chef de l'État a pour objectif d'étudier chaque demande au cas par cas afin d'apporter des solutions adaptées et conformes à la législation en vigueur. La présente initiative s'inscrit dans le cadre des efforts constants de Monsieur le Président de la République à aplanir les difficultés de nos compatriotes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays en matière d'obtention des documents de voyage. À cet effet, il est demandé à toutes les représentations diplomatiques et consulaires de procéder à un recensement détaillé de nos compatriotes se trouvant dans cette situation. Cette opération s'étendra sur une période de 3 mois à compter du 1er décembre 2024. Nous réaffirmons notre engagement à établir, délivrer et authentifier les documents de voyage dans le respect des valeurs et des orientations fixées par les autorités de la République. Le ministère de la Sécurité et de la Protection
protection civile et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger savent compter sur la collaboration citoyenne de nos compatriotes ainsi que des autorités compétentes pour la bonne exécution de cette directive. Conakry, le 22 novembre 2024, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo. C'est autre communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe la population guinéenne et singulièrement la famille de M. Alassane Diallo, opérateur économique enlevé ce jour, mardi 19 novembre 2024, aux environs de 19h à la petite mosquée de Koloma Solo Primo, école primaire commune de Ratoma, que conformément à sa mission régalienne, des mesures rigoureuses sont prises pour mettre hors état de nuire les auteurs de cet acte criminel pour les mettre à la disposition de la justice. Ainsi, les forces de sécurité sont mobilisées et des opérations spéciales sont en cours pour amener M. Alassane Diallo sain et sauf parmi ses proches. Nous appelons la population à rester calme et à collaborer avec les autorités compétentes dans le cadre des enquêtes en cours. La sécurité des citoyens est notre priorité absolue et nous ne ménagerons aucun effort pour maintenir la paix et l'ordre public. Pour toute communication d'information, voici les numéros verts du ministère mis à la disposition. 117, lutte contre la criminalité, 110, lutte contre les tracasseries policières et autres comportements déviants. Conakry, le 22 novembre 2024, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo. Je vous l'annonçais dans les titres, fini les travaux du 15e colloque et assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor. 2 jours de travaux ponctués par des tables rondes et des panels. Des points d'attention ont été relevés et plusieurs recommandations formulées. L'édition 2024 met surtout l'accent sur le rôle du comptable dans un monde en pleine mutation vers le digital. Le point avec Mamadi Gassama. Le 15e colloque et assemblée générale de l'Association internationale des services du Trésor a mobilisé les délégués des 29 pays membres avec pour enjeu majeur redéfinir la place du comptable dans un monde orienté vers le numérique. D'où le choix du thème, le rôle du comptable dans le processus de digitalisation. L'objectif, c'est simplement de faire beaucoup mieux et avec une qualité beaucoup plus accrue et beaucoup plus rapidement les tâches qui aujourd'hui sont décrites dans les manuels de procédure. Donc il s'agit de digitaliser, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Et au-delà de la digitalisation, il y a la question même des défis liés à la digitalisation, la question de la formation, la question de la cybersécurité aussi. Et au-delà de tout ça, il y a une couche aujourd'hui qui est ajoutée à toutes ces problématiques, c'est l'intelligence artificielle. On a encore quelques difficultés, mais il faut quand même apprécier le travail qui a déjà été fait. La mise en place d'un système comptable intégré, la mise en place d'un applicatif, comme monsieur le ministre l'a indiqué, qui s'appelle Euro. Mais il faut aussi indiquer les interfaçages qui ont déjà été faits avec la douane, avec les impôts, et qui sont en cours d'exécution aussi avec par exemple la dette. Les différentes thématiques débattues devraient donc aider les services du Trésor à avoir une feuille de route balisée en termes de prise en compte du nouveau rôle du comptable public dans un monde de plus en plus numérisé. Ces dites conclusions pourraient être considérées comme l'appel de Conakry. Je retiens quelques-unes de vos recommandations. Le changement de la responsabilité du comptable vers le rôle d'analyse de flux financiers, l'accompagnement du leadership dans la conduite du changement, la mise en place d'une cellule de réflexion sur les avantages des intelligences artificielles. Invite a été faite à la secrétaire générale de l'AIST de prévoir dans l'agenda du prochain colloque, dont la Côte d'Ivoire assure désormais la présidence, le suivi de la mise en œuvre des assises de Conakry.
Sur un tout autre plan, le chef d'état-major de l'armée de terre a fait sa première prise de contact avec la troupe. C'était à l'occasion de rassemblement général ce vendredi au bataillon spécial de Conakry. Objectif rappeler aux forces armées terrestres les valeurs et les vertus qui caractérisent les militaires guinéens. Suivez ce reportage de Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. Quelques jours après sa prise de fonction à la tête de l'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keita était ce vendredi au bataillon spécial de Conakry pour s'adresser à la troupe à travers ce rassemblement général. Après la revue des forces rangées pour la circonstance, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est exprimé en ces termes. C'est une responsabilité que je m'efforcerai d'exercer avec fierté, humilité et un engagement envers vous qui formez la colonne vertébrale de notre armée. En ce moment solennel, sous le leadership du chef suprême des armées, les forces armées guinéennes en général et l'armée de terre en particulier sont entrées dans une phase de restructuration en profondeur pour répondre de manière opérationnelle et professionnelle aux enjeux sécuritaires de demain. Au cours de ce rapport de place, le général de division Abdoulaye Keita a rappelé les vertus et les valeurs républicaines qui caractérisent l'armée guinéenne. Ce défi, nous ne pourrons le relever qu'ensemble, chacun à son niveau, du général au soldat. Le succès de notre mission repose sur les principes simples de l'état de militaire, à savoir le respect de la hiérarchie, de la discipline, le devoir d'obéissance, mais aussi de l'amour de ces hommes. J'insiste sur ça, de l'amour de ces hommes. Vous êtes le cœur battant de notre nation, la force vive qui assure sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté. Chaque jour, par votre discipline, vous portez haut les valeurs de l'armée, l'honneur, la fidélité et le dépassement de soi. A signalé que ce rassemblement général a mobilisé toutes les unités d'infanterie de la capitale. Les autorités militaires se rendent également au chevet des anciens combattants pour connaître leur état de santé. Et ceci intervient après la célébration de l'armistice, une initiative du président de la République qui vise à prendre en compte ces pionniers de l'armée guinéenne déjà à la retraite. Cette opération a touché toutes les structures sanitaires du pays. Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. Quelques jours après la célébration de l'armistice, la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants sillonne certaines structures sanitaires de la capitale. En compagnie des membres du CNRD, la générale Fatoumata Yari Silla est allée au chevet de ses anciens soldats alités. En toile de fond, s'enquérir de l'évolution de leur état de santé après de loyaux services rendus à la nation. Nous qui sommes actifs aujourd'hui, nous ne serons pas abandonnés quand nous serons à la retraite, car nous voyons les preuves. Nous souhaitons que l'esprit de solidarité, le soutien que le général président Mamadi Doumbouya est en train de mettre, que cela continue. Du centre médico-chirurgical du BSC, en passant par l'hôpital sino-guinéen, les centres hospitalo-universitaires de Donka et Ignasdine, le BICC, jusqu'à l'hôpital militaire du BQG, partout, la générale Fatoumata Yari Silla a transmis les salutations du président de la République à ses vaillants guerriers, tout en leur réitérant son engagement à valoriser ces pionniers de l'armée guinéenne. Le président de la République nous a mandaté au chevet des anciens combattants alités dans les différents hôpitaux. Et ça, comme l'a dit, de rendre un hommage vibrant aux anciens combattants, c'est cet hommage-là qui continue et qui a eu levé de fonds qui a été mis à la disposition de ces anciens combattants. J'en suis très fière et très réconfortée pour cette reconnaissance. Au cours de cette visite, des enveloppes symboliques ont été remises aux patients. Avec les larmes aux yeux,
Ces bénéficiaires saluent l'initiative de la direction des pensions militaires et anciens combattants et à travers elle, le chef suprême des armées. Je remercie le président de la République de Guinée, le général Doumbouya, que Dieu continue à le permettre d'accomplir la mission à la République de Guinée. Je le remercie très bien au nom de l'ensemble. Depuis que j'ai intégré l'armée guinéenne, je n'avais vu et entendu une telle action. Si Dieu fait que cela m'arrive aujourd'hui, sous le règne de Doumbouya, je prie pour que Dieu le garde dans son pouvoir. Si hier les anciens combattants étaient relayés au second plan, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, ils occupent une place importante dans notre société. C'est pourquoi ils étaient à l'honneur lors de la célébration du 1er novembre dernier, date anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Un mot de culture, bientôt le Festival international du Djembé. Les préparatifs vont bon train, un événement qui repositionne la Guinée sur le plan culturel à l'échelle internationale. Face à la presse, le ministre Moussa Moïse Silla invite les Guinéens à s'approprier le festival pour revaloriser la culture nationale. Ousmane Ba et Mamadou Dioumaba étaient présents. Le djembé, un maillon fort de la culture guinéenne, un instrument qui se retrouve dans toutes les communautés en Guinée, d'où son choix pour tirer les autres instruments traditionnels en voie de disparition vers le haut à l'occasion du Festival international du djembé. Face à la presse, le ministre Moussa Moïse Silla annonce les couleurs de cette première édition prévue dans 2 semaines. Je souhaite que ce festival soit le vôtre, que nous soyons tous engagés à préserver nos traditions, que nous soyons tous engagés à promouvoir ce qui va être fait, parce que ça va au-delà du ministère de la Culture. Ça porte sur notre identité en tant que Guinéens, ce qui nous distingue des autres, ce qui nous caractérise et nous particularise dans le monde. Dans le concert de la nation, lorsque chaque peuple vient avec sa particularité, la mosaïque qui est créée est une belle mosaïque. Le Festival international du djembé sera un outil politique et diplomatique pour repositionner la Guinée sur le plan culturel à l'échelle internationale. Il sera célébré sous le thème « Préservation et innovation ». Une coopération culturelle comme pour jumeler instruments traditionnels et modernes, percussions et musique électronique. Le Festival international du djembé sera l'occasion pour nous de reprendre la place qui nous revient de droit. C'est cela le R du repositionnement du CNRD. Le repositionnement sur le plan culturel, sur la scène internationale. Dans tous les festivals où l'on parle de percussion, il faut que, quand on pense à l'Afrique, qu'on pense à la République de Guinée. Ce serait une façon pour nous de rendre hommage à nos aînés, à ceux qui ont ouvert de grandes écoles de percussion dans le monde. Au-delà de son côté festif, l'événement va promouvoir l'employabilité et générer des revenus pour les artistes. Les autorités se disent déterminées à s'investir pour célébrer le festival dans toute sa grandeur. L'événement est prévu du 4 au 8 décembre prochain à la plage de Kamayen. Installés il y a quelques semaines, les conseils de quartier de la commune de Matam viennent de recevoir leur cachet et certificat de résidence. Ce symbole de souveraineté permettra de renforcer la crédibilité des chefs de quartier afin de servir les populations. La remise a été présidée par les autorités communales de Matam à la maison des jeunes de Tougiwondi. Marwan Kamara, Al-Khali Koubele Keita. À la maison des jeunes de Tougiwondi, la cérémonie est solennelle. Elle regroupe les nouveaux conseils de quartier, citoyens et autorités communales de Matam. La remise officielle des cachets et certificats de résidence aux différents chefs de quartier de la commune de Matam marque l'objet de la rencontre. Ce contact était important. C'est une première et c'est historique. C'était de rassurer que la décision prise par l'autorité est une décision qui s'impose à tous. On doit désormais les reconnaître comme chefs de quartier et qu'ils doivent agir au nom de la population et de l'État. Ce gouvernement en place dote les communes de moins. Il fallait le dire fièrement. Matam a eu 20 milliards pour réaliser 4 infrastructures. Nous devons nous taper les poitrines et nous dire que le revenu est une réalité. La mise à disposition de ce symbole de souveraineté
permettra de faciliter l'exercice et de renforcer la crédibilité des bureaux du conseil de quartier pour mieux servir les populations. L'idéal, c'est de suivre les principes. C'est de suivre les principes comme le dit M. le maire. Et il a même souligné qu'il va organiser des ateliers de formation pour les nouveaux chefs de quartier. D'ici la semaine prochaine, il va programmer les ateliers pour les nouveaux chefs de quartier. Et à travers ça, nous saurons comment évoluer les choses. Les dispositions que je dois prendre au niveau de mon quartier, d'abord, je fais face aux travaux de l'assainissement. À la jeunesse aussi, je leur promets quelque chose. J'ai envie de faire un bon travail dans mon quartier, Inch'Allah. À travers cette remise des décisions d'habilitation au bureau du quartier, les autorités communales de Matam comptent accélérer et répondre aux besoins cruciaux des populations. Justice, et on en vient à la découverte d'un corps à l'école primaire franco-arabe de Dondo-Lirouré dans la préfecture de Dubrika. Il s'agit de Aïchaba, âgée de 9 ans. Suite à cette découverte macabre, les conclusions du médecin légiste ont prouvé que la fille a subi une mort violente suite à un viol. Pour ce faire, le parquet d'instance a engagé des enquêtes pour situer les responsabilités. En attendant, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubrika appelle à la retenue et rassure l'opinion. Et l'âge Mamadou Kamara est au micro de Tierno Younoussaba. C'est cette foule immense composée des élèves, des autorités communales, religieuses de Matam, la délégation gouvernementale, des proches de Safiatou Diabaté, venus lui rendre un dernier hommage. La défunte, une élève de 17 ans, en classe de terminale, sciences sociales, en même temps représentante de Matam au sein du Parlement des enfants de Guinée, a tiré sa révérence la nuit du mercredi à jeudi. C'est son téléphone resté alimenté pendant qu'elle dormait qui est à l'origine du drame. Dans les témoignages, on attendait un seul message. Sa fille fut un modèle, une fille brillante tant à l'école qu'au sein du Parlement des enfants où elle était la voix des sans-voix. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amitié, tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'amie fidèle et généreuse, la collègue honorable, appréciée et attentionnée, la voix des sans-voix engagée et prête à servir que tu as toujours été. Je suis très ravie de voir ce beau monde au symposium, notamment les personnalités comme la ministre de la promotion féminine, les autorités locales. Safi est une fille exemplaire. Elle m'a rendue toujours heureuse. Je n'ai jamais été confrontée aux problèmes que les autres mères de famille ont connus dans l'éducation de leurs filles. Ce symposium, organisé par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, en collaboration avec les autorités locales de Matam, a débuté par la levée du corps à la morgue de l'hôpital Ignacidine. Il visait, pour ces personnalités, de rendre un dernier hommage à Safiatou Diabaté avant de regagner sa dernière demeure. Sa disparition tragique survenue juste après la célébration de la journée de l'enfance, un moment symbolique dédié à l'avenir de notre jeunesse, a laissé un vide immense dans notre cœur et dans notre communauté. En tant que maire de Matam, je me fais un devoir de souligner l'importance de cet événement. Non seulement pour honorer la mémoire de Safiatou, mais aussi pour rappeler l'importance de son engagement en faveur des droits des enfants et de la jeunesse de notre région. Safiatou, quand tu regagnais ton lit la veille, tu ambitionnais de te réveiller et de venir au combat, qui était celui de ta brave équipe de parlementaires juniors. Ce combat ne consiste en rien d'autre que défendre, solliciter et même arracher au forceps le respect des enfants, puis de la nation. Safiatou Diabaté repose désormais au cimetière de Tougouondi, dans la commune de Matam. Paix à son âme.
Voilà, c'était plutôt donc la page noire de cette édition. Safiatou Diabaté, ancienne députée de la commune de Matam au sein du Parlement des enfants, qui a regagné sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Kouléoundi. Mais avant, cette jeune fille a eu droit à un dernier hommage, des hommages rendus par les populations de Matam, ses proches collaborateurs, sa famille biologique et les autorités en charge du département de l'enfance. C'était un reportage de Mohamed de Camara. Du sport pour terminer, la Guinée vient de jouer la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 contre la Tanzanie. Le Sili dans ce match a été battu par les Taifa Stars sur le score d'1-0. Un match joué dans des conditions difficiles liées à un certain nombre de manquements constatés par la Fédération guinéenne de football. Avant et après le match, la Guinée a donc porté réserve contre l'équipe nationale tanzanienne auprès de la CAF. Djibril Kamara pour plus d'éclaircissements. La défaite du Sili national de Guinée face au Taïfas de la Tanzanie serait occasionnée par plusieurs manquements de la Fédération tanzanienne de football. Ces manquements pourraient entraîner l'élimination de l'équipe tanzanienne de football conformément au règlement de la Coupe d'Afrique des Nations établi par la Confédération africaine de football CAF. Avant le coup d'envoi de ce match entre la Tanzanie et la Guinée, le Sili national de Guinée était deuxième du groupe H avec 9 points derrière les Léopards de la RDC. Vu la performance du Sili national lors des 3e, 4e et 5e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 3 victoires d'affilée, la Fédération tanzanienne de football passe par une stratégie de déstabilisation du moral des joueurs. Entre autres, le changement de l'heure du coup d'envoi à 48 heures du rendez-vous, initialement prévu à 19h GMT pour 13h GMT, pour des raisons, dit-on, d'éclairage. Une décision contestée par la Fédération guinéenne de football, mais finalement confirmée par la CAF. Dans une correspondance adressée à la Confédération africaine de football, la Guinée a rappelé cette instance à l'ordre pour le respect de ses propres règlements et statuts pour une question d'équité. Après 9 heures de vol entre Abidjan et Dar Salam, les joueurs n'ont pas eu suffisamment de temps pour la reconnaissance du terrain. Une équipe nationale qui va à l'entraînement sans escorte est bloquée dans un embouteillage monstrueux avant de retrouver plus tard un terrain d'entraînement avec une pelouse non conforme, ce qui n'a pas permis à l'entraîneur guinéen de faire sa mise en place. Autre manquement réglementaire constaté pour cette rencontre est l'annulation unilatérale de la conférence de presse d'avant-match par la Tanzanie au vu et au su des officiels de la CAF. À cela s'ajoute le manque du panneau d'affichage électronique au stade de Benjamin pour permettre aux parties de lire le chrono du match. Malgré tout, la Guinée était focus sur son match. Le jour du match, les joueurs guinéens ont eu du mal à rentrer en possession de leur accréditation, car la Fédération tanzanienne de football n'a accrédité au départ que 16 joueurs sur 24. Le cas le plus compromettant pour la Tanzanie est le fait qu'un joueur des Taïfas soit enregistré avec le numéro 24 sur la feuille de match, mais joue avec le numéro 26 qui n'est pas enregistré et considéré comme un joueur inéligible, car les articles de 10.1 à 26.4 du règlement de la CAF stipulent que le numéro du maillot joue un rôle essentiel et indissociable dans le système d'identification des joueurs sur le terrain. Il permet aux arbitres, officiels et équipes adverses d'identifier chaque joueur au cours du match. Plus loin, les articles 50 et 71 du règlement établissent que seuls les joueurs dont le numéro indiqué sur le maillot correspond au numéro mentionné sur la feuille de match sont qualifiés pour prendre part au match en question. Cependant, le joueur portant le numéro 26 sur le maillot n'avait pas été enregistré avec le dit numéro qui n'existait pas sur la feuille de match. La Tanzanie a donc utilisé un joueur non qualifié en application de l'article 47 du règlement de la CAF, lequel dispose que toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. Si ces règlements sont appliqués, la Tanzanie sera éliminée du tournoi et la Guinée sera au rendez-vous du Maroc 2025. Aujourd'hui, pour une question d'équité et de transparence, les associations membres attendent avec beaucoup d'intérêt la Confédération africaine de football CAF pour dire la vérité dans cette affaire.
Avant de se quitter, je reviens sur ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger informent l'ensemble de nos compatriotes que de nouvelles dispositions ont été prises pour répondre aux sollicitations relatives au passeport biométrique bloqué pour irrégularité. Cette instruction du chef de l'État a pour objectif d'étudier chaque demande au cas par cas afin d'apporter des solutions adaptées et conformes à la législation en vigueur. La présente initiative s'inscrit dans le cadre des efforts constants de Monsieur le Président de la République à aplanir les difficultés de nos compatriotes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays en matière d'obtention des documents de voyage. À cet effet, il est demandé à toutes les représentations diplomatiques et consulaires de procéder à un recensement détaillé de nos compatriotes se trouvant dans cette situation. Cette opération s'étendra sur une période de 3 mois à compter du 1er décembre 2024. Nous réaffirmons notre engagement à établir, délivrer et authentifier les documents de voyage dans le respect des valeurs et des orientations fixées par les autorités de la République. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger savent compter sur la collaboration citoyenne de nos compatriotes ainsi que des autorités compétentes pour la bonne exécution de cette directive. Conakry, le 22 novembre 2024, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.